Pardon de l'histoire, Éric Branca sur Toxin Plus. Eh bien, bonsoir à tous. Puisque le mot de complotisme est le mot préféré de notre époque, mot qui recouvre tout et n'importe quoi, eh bien, j'ai choisi de vous parler ce soir d'un authentique complotiste. C'est-à-dire d'un homme qui, à force d'ourdir des complots contre les autres, contre ses adversaires, comme contre ses amis, a passé sa vie à se méfier de tout et de tout le monde, à dénoncer même des complots qui n'existent pas, et à la fin des fins, s'est fait manipuler comme rarement un maître espion s'est fait manipuler. Car c'est un maître espion dont je vais vous parler, c'est James Angleton. James Jesus Angleton. Mais avec Jésus, il n'a guère en commun que le deuxième prénom, parce que c'est un des personnages les plus tordus du XXe siècle américain, un peu l'équivalent de Beria pour le monde soviétique. Et cet homme-là, Angleton, avait deux obsessions. Sa première obsession, c'était de voir partout des agents doubles ou des infiltrés. Et pour vous situer son degré de névrose, parce que c'est une névrose, même chez les espions, même dans l'espionnage, il soupçonnait tout le monde, y compris le fameux sénateur McCarthy, vous savez, le sénateur McCarthy, qui avait été le grand épurateur du cinéma américain dans les années 50, eh bien, il soupçonnait McCarthy d'être un soviétique infiltré. Et la deuxième obsession de James Angleton, c'était la France. La France qui détestait à l'égal de l'Union soviétique et contre laquelle, une dizaine d'années plus tard, dans les années 60, il a exercé, entre guillemets, ses talents. Or, cet homme-là, il est resté pendant 20 ans, exactement 20 ans, de 54 à 74, l'homme fort de la CIA. En fait, le chef du contre-espionnage de la CIA, c'était le poste le plus important. Pendant que ces chefs se succédaient, Allen Dulles notamment, dont je vous ai souvent parlé ici, le fondateur de la CIA, jusqu'en 1961, ensuite John McCone jusqu'en 1965, ensuite Richard Helms jusqu'en 1973, et pendant que tous ces gens-là se succédaient, lui était inamovible, c'est vous dire la puissance qu'il avait acquise. Et même chose pour les présidents américains, qu'ils soient d'ailleurs républicains comme Eisenhower, ou comme Nixon, ou démocrates comme Kennedy, ou comme Johnson, tout le monde, sauf le dernier, sauf Nixon, lui a laissé la bride sur le cou. Nixon a commencé par lui faire confiance, et puis en 1974, il a mis fin à ses fonctions, parce qu'il considérait, à juste titre, et vous allez voir comment, ces purges incessantes, les purges qu'il faisait subir à la CIA, en fait, affaiblissaient l'agence, et surtout, il considérait que ces expériences et devenait de plus en plus folle. Expérience, j'emploie le mot à dessein, parce que Angleton est l'homme qui a mis au point et développé quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle l'opération MK-Ultra. MK-Ultra, ça désignait toutes sortes de techniques chimiques de manipulation mentale, qui a consisté, entre autres, à distribuer gratuitement du LSD sur les campus universitaires, ou dans les regroupements hippies, ou pire encore, à en faire absorber clandestinement sur des cobayes pour élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques de contrôle social. L'opération, d'ailleurs, mettra du temps à être découverte. Elle sera révélée pour la première fois en 1975 par le grand journaliste américain Seymour Hersh. Hersh qui continue d'ailleurs à avoir des activités, notamment sur la guerre russo-ukrainienne, il est extrêmement en pointe là-dessus. Mais il faudra attendre 1995 pour que, officiellement, Bill Clinton, il ne pouvait pas faire autrement, reconnaisse à la tribune du Congrès la responsabilité de la CIA dans ses expériences et présente ses excuses au peuple américain. Bref, il n'en reste pas moins que pendant 20 ans, donc de 54 à 74, Angleton a pu laisser libre cours à ce que j'appellerai entre guillemets son inventivité, sans que personne ne s'avise de le contrôler. Mais il faut dire aussi qu'avant de devenir, vous verrez comment, la première victime de ces opérations de déstabilisation, il a remporté des succès majeurs au profit de son pays. On ne peut pas tous les citer, mais si je vous dis par exemple qu'il a été le principal artisan du projet de l'opération Paperclip, c'est-à-dire le grand trek des savants nazis
depuis l'Allemagne jusqu'aux États-Unis, vous savez de quoi il s'agit. Hein, cette migration des savants qui a permis de recycler toute l'élite de la science hitlérienne au profit des États-Unis. Alors évidemment, on pense à von Braun. On pense à von Braun, l'homme qui a ouvert la voie de la conquête spatiale pour les Américains. Mais il y a aussi des gens beaucoup moins reluisants, par exemple, comme des savants qui avaient travaillé dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, pour mettre au point des armes chimiques. Bon, tous ces gens-là, beaucoup d'entre eux ont été récupérés. Si je vous parle des réseaux Gladio en Italie ou des réseaux Stay Behind, ceux qui ont écouté mon émission sur la question, sur les attentats sous faux drapeau en Europe, savent de quoi il s'agit. C'est Angleton, encore, ça c'est l'attentat contre la gare de Bologne que vous voyez apparaître. C'est encore Angleton qui en a été l'architecte. Je pourrais aussi vous parler d'autres missions comme celle qui avait été confiée au colonel Lonsdale au Vietnam, enfin en Indochine, qu'on n'appelait pas encore le Vietnam, où il s'était occupé, à partir de 1954, de couper absolument tout ce qui restait de la présence française après Dien Bien Phu, en s'appuyant sur d'anciens agents de ce qu'on appelait la Gestapo japonaise, Kampetai. On peut aussi parler d'autres choses, mais enfin, c'est pas le sujet, c'est pour vous camper le personnage. Donc vous voyez que le nom d'Angleton s'identifie tout de même à des réussites tout à fait incontestables pour le renseignement américain. Je ne parle pas d'un point de vue moral, je parle d'un point de vue d'efficacité, et c'est ce qui explique que les administrations successives lui ont fait une confiance totale. Alors, qui était-il, lui ? Mais on sait extrêmement peu de choses sur lui, si ce n'est sur ses parents, parce que, pour la bonne raison qu'il n'avait pas de vie privée. Par exemple, on apprendra qu'à l'extrême fin de sa vie, après sa retraite, qu'il avait été marié. On ne lui connaissait absolument aucun travers, aucune passion. On savait, il avait une passion. La seule dont il osait parler, c'était la culture des orchidées. Voilà, cet homme-là qui travaillait 15 heures par jour, quand il rentrait chez lui, s'occupait de ses orchidées. Alors, il est né en 1917 dans l'Idaho, mais il a passé une partie de son enfance hors des États-Unis, notamment en Italie, dans les années 20 et 30, parce que son père dirigeait une entreprise américaine, une franchise américaine qui s'appelait la NCR Corporation, qui équipait les magasins en caisses enregistreuses. Mais dès qu'il est devenu étudiant, il a étudié aux États-Unis, il a étudié en Angleterre, il a d'abord étudié les lettres, ensuite il s'est mis au droit, et quand il a été mobilisé en 1943, il a immédiatement intégré le bureau de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, comme vous le savez, en Italie, juste après la chute de Mussolini. Et immédiatement, il a fait des merveilles. Et sa spécialité, qu'il a inaugurée sur le tas, après il l'a théorisée, mais qu'il a vraiment inaugurée sur le tas, c'était la désinformation, l'intoxication. À tel point qu'en 1945, il n'a pas encore 27 ans, et il dirige déjà l'OSS, c'est-à-dire le renseignement américain, pour toute l'Italie. Et quand la CIA est créée en 1948, il est chargé, lui, de créer le bureau de contre-espionnage, c'est-à-dire la branche principale de la CIA, dont il prend la tête en 1954. Et là, donc, après l'Union soviétique, comme son obsession, comme je vous l'ai dit, c'est la France qui va devenir, dès 1958, sa bête noire absolue. Je raconte dans mon livre, L'ami américain, la longue liste des manipulations dont il a fait assaut pour discréditer la France. Par exemple, la rumeur qu'il avait véhiculée, rumeur selon laquelle nous quittions le commandement intégré de l'OTAN, pas du tout pour les bonnes raisons, mais parce que nous allions intégrer le pacte de Varsovie. Vous vous rendez compte, le pacte de Varsovie. C'est lui aussi qui a fait courir la rumeur incroyable en 1964, en juin 1964, pour les 20 ans du débarquement, que De Gaulle avait en tête de faire déterrer les malheureux soldats américains tombés en Normandie pour faire rapatrier les corps aux États-Unis. Vous voyez l'image effroyable. Bien. Donc, pour vous camper le personnage, je vais vous raconter une anecdote, alors celle-là qui est très peu connue, et qui en dit très long sur ses méthodes. Et c'est une anecdote que je tiens en ligne directe de quelqu'un qui en a été la victime. Ce quelqu'un, c'est un immense journaliste français
qui travaillait à l'ORTF. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il s'appelait Michel Enfrol. Et Michel Enfrol, il m'a beaucoup aidé, notamment lorsque j'ai écrit L'Ami américain, sur la psychologie des services spéciaux américains et sur cette Angleton. Et il se trouve que quand il était correspondant à Washington, Michel Enfrol fréquentait, sans le savoir, le même restaurant que Angleton. C'était un restaurant qui s'appelait Rive Gauche, au coin de Wisconsin Avenue, et il était alors tenu par un Corse qui s'appelait Blaise Gérardi. Et quand Michel Enfrol n'était pas invité là, ou n'invitait pas pour son propre compte, pour son travail, il lui arrivait d'aller le week-end, il déjeunait avec sa femme et sa fille, qui en 68 était âgée de 5-6 ans, peut-être 7, je ne sais plus. Et quasiment chaque fois qu'il venait, il recevait le salut discret d'un homme très long, très gris, couleur de muraille, qui était assis au fond de la salle de restaurant. Il le saluait comme ça, mais il ne savait pas qui il était. Mais vous avez bien deviné qui il était. C'était Angleton. Or, Angleton, personne ne connaissait son visage. On ne l'a connu qu'après. Les chefs des services secrets, on ne met pas leurs photos sur toutes les manchettes de presse, ni sur tous les journaux télévisés, n'est-ce pas ? Et donc, il connaissait ce personnage, mais sans savoir qui il était. Et voici qu'un jour, en janvier 1968, l'homme couleur de muraille croise la petite fille de Michel Enfrol, qui courait dans le restaurant, et il l'arrête et lui donne un petit paquet enrubanné. Alors, Enfrol est un peu intrigué que cet inconnu, enfin ce quasi-inconnu, offre un cadeau à sa fille. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il la fait venir, il ouvre le cadeau, et qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit paquet enrubanné ? Il y avait des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Alors, il se dirige vers l'inconnu, mais l'inconnu est déjà parti. Et donc, il va voir le patron du restaurant, le Corse qu'il connaissait très bien, qui était un copain à lui. Il dit, mais qui est-ce ? Et Blaise Gérardi, lui dit, c'est le numéro 2 de l'agence. Ah, c'est lui. Très bien. Donc, immédiatement, fou furieux, Michel Enfrol rentre au bureau de l'ORTF à Washington, il décroche son téléphone, il demande la secrétaire, puis la secrétaire, puis il a enfin, sans trop de difficulté d'ailleurs, Angleton. Il lui dit, mais pourquoi vous offrez un cadeau à ma fille ? Oh, parce que je sais que vous allez partir, alors c'est un petit cadeau d'adieu. Comment ça, un cadeau d'adieu ? Mais oui, je m'étais habitué à cette petite fille, je m'étais habitué à vous. Oui, je vous annonce que vous allez bientôt partir et que vous allez être nommé en Italie. Enfrol le savait à peine, c'était même pas dans les tuyaux. Donc, vous avez compris, la manip, elle était à double détente. La première, c'était de lui montrer qu'il connaissait tout sur sa vie privée. Et puis, c'était aussi une manière de faire en sorte qu'on sache, si jamais Enfrol avait l'idée qui était très gaulliste, de critiquer les États-Unis, qu'on sache que quand il était en poste à Washington, sa fille, il connaissait suffisamment Angleton pour recevoir des cadeaux et pour que sa fille reçoive des pierres précieuses d'Angleton. Alors autant vous dire que les pierres précieuses ont été rendues illico presto à l'envoyeur et qu'il n'y a pas eu de suite. Mais je pense que ça campe le personnage mieux que tout autre exposé théorique. Or, il faut savoir qu'en ce début de l'année 68, c'est l'acmé de la querelle franco-américaine. En plus de l'affaire de l'OTAN, De Gaulle a déclaré la guerre au dollar, qui veut remplacer par l'étalon or. Il a critiqué l'engagement américain au Vietnam, donc c'est plus que jamais l'homme à abattre. Et pour l'abattre, à tout le moins pour le discréditer aux yeux des Français, parce que c'est ça qui compte, Angleton va proposer à Johnson, au président Johnson, qui termine son mandat, qui a succédé à Kennedy en 63, qui ne va pas se représenter en 68, il lui propose une manœuvre tout à fait extraordinaire. Une manœuvre à 2 étages. Le premier étage, c'est une campagne de presse internationale d'une ampleur encore jamais vue, tendant à prouver que De Gaulle n'est rien d'autre, tenez-vous bien, qu'un agent soviétique. Et le deuxième étage, c'est un blockbuster sur le même thème, signé Hitchcock, et qui est programmé sur les écrans américains pour les fêtes de fin d'année et en Europe pour le début de 1969. Alors la campagne de presse, elle commence très fort au printemps de 68 avec un numéro entier
de Life Magazine, qui paraît le 26 avril, donc de cette année-là. Le 26 avril, il faut savoir que c'est à la veille de ce qu'on appellera à l'époque les événements de mai. Mais en fait, mai 68, le mouvement étudiant dont les Américains, toutes les dépêches diplomatiques aujourd'hui déclassifiées le démontrent, événement dont les Américains attendaient le départ de Gaulle. Alors Life, c'est toujours un monument aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un super monument. C'était quelque chose de colossal. C'était d'abord, aux États-Unis même, 8 millions d'exemplaires, soit une moyenne de 20 à 25 millions de lecteurs. Et puis surtout, c'était des éditions déclinées dans tous les pays anglophones, d'abord en Angleterre, bien sûr, mais dans tous les anciens pays du Commonwealth, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Soit, au bas mot, 100 à 150 millions de lecteurs hebdomadaires. C'est une force de frappe considérable qui n'existe plus aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de tirages, mais c'est une chose qui n'existe plus. Et la couverture, vous la voyez là, 50 ans, 60 ans plus tard, c'est encore un vrai chef-d'œuvre de marketing graphique. L'homme qu'on voit donc de 3/4 arrière est désigné par son nom, Philippe Thirault de Vauzely, chef du renseignement français aux États-Unis de 1951 à 1963. Et juste au-dessous du titre, sur le scandale d'espionnage français, the French Spy Scandal, 2 lignes tout à fait explicites qui disent tout. L'ancien chef du renseignement français aux États-Unis révèle l'histoire fantastique de l'espionnage soviétique qui a pénétré l'entourage de Gaulle. Il y a 12 pages d'enquête, c'est énorme. Et puis parce que c'est écrit très petit, Life. Il y a 12 pages d'enquête, et que dit cette enquête ? Que la France est devenue un jouet entre les mains de l'Union soviétique et que l'Élysée est devenu, sous De Gaulle, un nid d'espions aux ordres d'un homme mystérieux, explicitement cité, Jacques Foccart, qui était, comme vous savez, le conseiller pour les affaires africaines du général De Gaulle. Alors, qui est donc Philippe Thirault de Vauzely, l'homme dont la CIA se sert pour viser De Gaulle au travers de Foccart, dont les réseaux africains s'efforcent au même moment de lutter, c'est vrai, contre l'influence américaine en Afrique, mais aussi contre l'influence soviétique. On le dit beaucoup moins, mais ça aussi, c'était un aspect important de son activité, garder l'Afrique francophone dans le giron de la France et éviter qu'elle soit récupérée par les Soviétiques et par les Américains. Alors, pour comprendre qui était Vauzely, il faut lire ses mémoires. Ce que j'ai fait, vous l'imaginez, ces mémoires, elles sont publiées au moment où sort l'enquête de Life aux États-Unis et dans une version française au Canada sous le titre Lamia. Le titre, c'est Lamia parce que c'est le nom de code que la CIA avait donné à Thirault de Vauzely lorsqu'elle l'a retourné à son profit, alors qu'il était agent du SDEC, le contre-espionnage français. Alors Vauzely, il est né en 1921, ça a été un résistant de la première heure, un vrai résistant français, et il a rejoint Alger au début de 1943, et il a été recruté par le BCRA, du colonel Passy. Le BCRA, c'était les services français de la France libre. Mais il n'a jamais été gaulliste. Peut-être dans les premiers mois de la guerre, quand il s'est engagé dans la résistance, mais dès qu'il est arrivé à Alger, il n'était plus gaulliste. Il trouve que De Gaulle est autoritaire. Là, je le cite entre guillemets, il est d'un orgueil démesuré. Il est, toujours entre guillemets, drapé dans une mission qu'il croit d'inspiration divine. C'est à peu près les termes qu'employait à l'époque Roosevelt. Il disait De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc. Et par-dessus tout, alors ça c'est le crime suprême, il lui reproche de ne pas être arrangeant avec les Américains. Il écrit, je cite encore, « J'éprouvais du dégoût pour sa personnalité, son ambition, son habileté à créer des dissensions entre alliés. » Alors c'est vrai qu'en 1943, ça n'allait pas très fort entre De Gaulle et les Alliés, et notamment les Américains. Et que, venu d'un citoyen lambda, extérieur au sérail politique, l'analyse de Vauzely n'aurait pas été absurde. Parce que De Gaulle, à ce moment-là, est engagé dans une guérilla de chaque jour contre les Américains qui lui font subir les pires humiliations, qui ont joué Darlan, qui était l'homme de Pétain, puis ensuite qui joue Giraud contre lui. Ils veulent le remplacer par Giraud. Et donc, De Gaulle, vu de l'extérieur, a tout de l'empêcheur de tourner en rond, ou si j'ose dire, de se soumettre en rond. L'ennui, c'est que Vauzely est tout, sauf un observateur lambda.
c'est le témoin le mieux informé du moment. Parce qu'il fait partie, et ça il faut le souligner, des rares Français de l'époque, à savoir à l'instant T, à avoir tous les éléments en main pour savoir que De Gaulle a raison de se révolter contre les Américains parce que les Américains préparent ni plus ni moins l'occupation de la France avec la fameuse Amgoth. Et c'est même à lui que le BCRA de Passy a demandé de vérifier les rumeurs sur la préparation de cette occupation militaire. Et donc, en bon agent de renseignement, il s'est mis en chasse, puis il a obtenu confirmation très vite que l'Amgoth existait bien et qu'elle se préparait à prendre en charge l'administration française dès la libération du territoire. Mais il va en tirer aucune conclusion, il va transmettre les informations à De Gaulle, qui va le remercier beaucoup. Et même, quand vous lisez ses mémoires, vous vous rendez compte qu'il regrette d'avoir transmis ces informations. Et il écrit ceci, qui est tout à fait extraordinaire. Il écrit « Jetant un regard en arrière, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas fourni ces renseignements sur l'Amgoth. Nul doute que la France, sous influence américaine, je ris, mais c'est assez tragique, serait devenue une vraie démocratie. » Voilà, on comprend qu'un tel personnage, dès qu'il arrive aux États-Unis, où il va diriger le bureau du SDEC à Washington, attire l'attention de Angleton et de la CIA parce que c'est le Français tel qu'on le rêve. Le Français tel qu'on le rêve, qui en 1944 a regretté que la France ne soit pas sous occupation américaine. Et évidemment, très vite, les deux hommes, Angleton et Thiraud de Vaujoli, vont devenir inséparables. Angleton est vraiment devenu son marionnettiste. Et Vaujoli est une marionnette comblée. Parce que jusqu'en 1958, la CIA et le SDEC français fonctionnent la main dans la main. Pendant toute la 4e République, ça a été comme ça. Mais évidemment, les nuages s'accumulent quand De Gaulle revient au pouvoir. Et en 1961, l'idylle entre le SDEC et la CIA prend fin. Et là, Thiraud de Vaujoli est au bord de la dépression. Il est au bord de la dépression parce que le général Grossin, qui est le chef du SDEC, qui était le chef historique du SDEC pendant pratiquement toute la 4e République, a été limogé par De Gaulle au moment de l'OS. Et Vaujoli est une marionnette comblée, parce que jusqu'en 1958, le SDEC et la CIA fonctionnent la main dans la main. Mais les nuages, évidemment, s'accumulent avec le retour de Gaulle au pouvoir, et en 1961, l'idylle prend fin. Le général Grossin, qui était le chef historique du SDEC sous la 4e République, est limogé par De Gaulle, parce qu'il le trouve beaucoup trop inféodé aux États-Unis, et il nomme à sa place le général Jacquier, avec pour mission, il va d'ailleurs s'en acquitter très bien, de remettre, en quelque sorte, De Gaulle emploie ce terme, l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se conduire d'abord en agent de renseignement français. Il lui rappelle que si les Américains sont des alliés, il est tout à fait normal d'échanger des informations avec eux sur des sujets d'intérêt commun, mais que la véritable porosité, l'imprégnation entre les services français et les services américains doivent cesser. Et il lui demande, et donc il demande directement à Vaujoli de fournir à la France des renseignements sur la politique américaine, de la même façon, ce qui est normal, que les Américains en poste en France fournissent des renseignements à leur gouvernement sur la politique française. Et alors là, pour Vaujoli, c'est absolument épouvantable, et il refuse. Et il dit à ses supérieurs, je ne transmettrai aucune information au gouvernement français et, sur la politique intérieure américaine. Et là, évidemment, Angleton a marqué un point, puisqu'il est parvenu à faire en sorte que le principal agent français en poste aux États-Unis désobéisse à son gouvernement. Alors évidemment, envisager une défection pure et simple du SDEC pour rejoindre la CIA, malgré tout ce qu'il pense de mal de la politique française et tout ce qu'il pense de bien des États-Unis, c'est terrible pour Vaujoli. Voilà, il refuse d'exécuter les ordres, mais il ne sait pas s'il va passer carrément sous drapeau américain. Donc il a quelques semaines de flottement. Alors, pour le faire basculer, définitivement, pour faire qu'il rejoigne la CIA, qu'il quitte la France, qu'il demande l'asile politique aux États-Unis, Angleton va lui faire rencontrer un dissident soviétique,
un ex du KGB. Il a fait défection en 1961. Il s'appelle Golitsyn, Anatoly Golitsyn, et son nom de code pour la CIA, c'est Martel. Alors ce Golitsyn, il est passé à l'Ouest avec toute sa famille, et il est devenu américain. Et qu'est-ce qu'il dit à Vosjoli pour le faire passer, lui aussi, du côté américain? Eh bien, il lui dit que le cœur de l'espionnage soviétique pour toute l'Europe, pas seulement pour la France, c'est Paris. Et qu'il existe à Paris un réseau qui s'appelle Saphir, que ce réseau a sa tête dans l'entourage direct de Gaulle à l'Élysée, et que son chef n'est autre que Jacques Foccart, avec un nom de code qui a été donné par la CIA, Colombine. Et en quittant Vosjoli, Golitsyn a cette phrase extraordinaire, qui est rapportée par Vosjoli: « Vous voici devant le même problème que moi », sous-entendu que j'ai eu en 1961 quand j'ai rallié les États-Unis, « obéir à votre conscience ou obéir à votre gouvernement ». Et il lui conseille de faire comme lui. Il lui dit: « Ne rentrez pas en France, devenez citoyen américain, les gens d'ici vont vous faire, je cite entre guillemets, les gens d'ici vous feront une vie nouvelle, une nouvelle situation, vous aurez tout ce que vous voudrez, ça mérite réflexion. » Alors évidemment, il est tout à fait ébranlé, il demande même pas de preuves, ça suffit, le fait d'avoir vu ce dissident soviétique suffit à lui faire prendre sa décision, il fait défection, il demande l'asile politique aux États-Unis, il devient citoyen américain et il fait partie officiellement de la CIA. Mais quelle preuve avait donc Angleton? Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il n'a aucune preuve de ce qu'avance le nommé Golitsyn. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'il n'en avait pas à l'époque, mais aujourd'hui, la CIA n'en a toujours produit aucune. Et cette absence de preuve, elle est d'autant plus troublante que la centrale américaine ouvre très régulièrement ses archives en vertu de la loi de 1966 sur la liberté de l'information, le Freedom of Information Act, dit FOIA, dont j'ai d'ailleurs moi-même bénéficié quand j'ai écrit L'ami américain. Et cette loi oblige les services de renseignement à faire état de leurs documents au bout de 25 ans, quand des chercheurs ou même des particuliers qui disent y avoir un intérêt particulier le demandent. Donc on voit mal ce qui, dans ce contexte, qui bien souvent sert les intérêts du gouvernement américain. Ils déclassifient ce qu'ils ont envie de déclassifier. Il y a des choses qu'ils ne déclassifient pas, bien sûr. Mais là, on voit mal ce qui les aurait retenus de déclassifier le dossier que Golitsyn disait avoir sur la taupe de l'Élysée. Et s'il y avait eu des preuves, il est clair que la Maison-Blanche se serait empressée de les jeter en pâture à l'opinion au moment, à l'occasion de la première crise américaine venue. Par exemple, en 2003, quand George W. Bush n'avait de cesse de présenter Chirac et les Français comme des traîtres à la cause, alliés parce qu'ils refusaient d'envahir l'Irak à ses côtés, etc., etc. Or là, rien, et même rien de rien. C'est tout de même très étrange quand on sait, par exemple, que les Américains ne sont pas privés de déclassifier un autre dossier, alors d'un véritable espion, lui, au service de l'Union soviétique et qui avait ses activités en France, qui s'appelait Georges Pack. Georges Pack, son dossier a été transmis aux Français. Georges Pack a été arrêté. Il a fait 20 ans de prison en France. Mais à côté d'un personnage comme Foccart, c'est 3 fois rien. Georges Pack. Georges Pack, il travaillait au service de presse de l'OTAN. Et il avait des informations importantes qu'il transmettait aux Soviétiques. On en a la preuve, il l'a d'ailleurs avoué. Il était devenu clandestinement communiste et il faisait ça. Mais il n'avait pas des informations aussi sensibles, aussi stratégiques, aussi fondamentales que celles que pouvait avoir, à la place où il était, quelqu'un comme Foccart. En fait, la vérité, c'est qu'en prenant ou en feignant de prendre pour argent comptant ce que lui a dit ou ce que lui aurait dit Golitsyn, alias Martel, Angleton s'est dit qu'il tenait là une occasion unique de déstabiliser la France et de déstabiliser De Gaulle. Et il a attendu,
pour le faire, que la Ve République soit confrontée à la crise la plus grave depuis sa fondation, c'est-à-dire la révolte étudiante de mai 68, révolte qui, je vous le rappelle, se solderait quand même l'année suivante par la démission du général. Alors nous verrons par la suite que Angleton, finalement, s'est mordu les doigts d'avoir cru à ce que racontait Golitsyn. Mais Golitsyn, lui, en revanche, il ne s'est pas mordu les doigts parce que ça lui a valu, en disant aux Américains ce qu'ils souhaitaient entendre, ça lui a valu de devenir citoyen américain, d'être protégé. Il est mort il y a une vingtaine d'années sous une fausse identité, en ayant fondé une famille aux États-Unis. Il a été tout à fait récompensé de sa trahison. Mais nous n'en sommes pas là. Ce qui compte, c'est que les révélations, ou les pseudo-révélations de Golitsyn, ont achevé de convaincre Vaugelis de passer du côté américain. Et avant de le faire, il va, lui, commettre une trahison absolument sans précédent, à ma connaissance, dans l'histoire du renseignement français aux États-Unis. Il va organiser le cambriolage de l'ambassade de France à Washington par la CIA. Et de ça, il ne s'en vante pas dans ses mémoires. Ce n'est pas du tout dans ses mémoires, vous l'imaginez. Il faudra attendre 1991 pour qu'on le sache. Et la biographie d'Angleton par l'historien et journaliste britannique Tom Mangold, pour que ça soit révélé au public. Mangold, qui a aujourd'hui 92 ans et qui est sans doute l'un des meilleurs documentaristes britanniques, il a fait une centaine de documentaires pour la BBC et plusieurs ouvrages sur le renseignement, a recueilli, en effet, les confidences de la femme d'Angleton après sa mort en 1987, parce que Angleton s'en était vanté auprès de sa femme. C'était pour lui le coup de sa carrière. Vous vous rendez compte de faire cambrioler l'ambassade de France à Washington. Et puis surtout, il est allé vérifier, parce que c'est quelqu'un, un bon journaliste qui recoupait ses sources. Il a eu également, Mangold, il a recueilli également le témoignage de Claire Edward Pretty, qui était le principal collaborateur d'Angleton. Et ce que raconte Pretty est ceci. Je vous lis son témoignage, c'est tout à fait extraordinaire. De Vaugelis restait dans l'ambassade après les heures de travail et faisait entrer Jim Angleton et toute son équipe. Une équipe de serruriers du FBI était également là au cas où il serait nécessaire d'ouvrir les coffres de l'ambassade. Ils ont utilisé des caméras Minox pour photographier les documents. Les cambrioleurs ont aussi emporté une grande quantité de bandes magnétiques et d'autres informations sur le chiffre français. Voilà comment nos grands alliés américains traitaient leurs grands alliés français à l'ambassade même de France à Washington. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, Angleton et la CIA ne se sont donc pas contentés de mobiliser l'agent Vaugelis en lui demandant d'écrire ses mémoires et de les publier en même temps que sortiraient les révélations ou les pseudo-révélations de Life. Ils ont, comme au pire moment du McCarthyisme, mobilisé Hollywood par le biais du plus illustre, ou de l'un des plus illustres de ses représentants, Alfred Hitchcock, qui, je vous le rappelle, était britannique, mais est devenu un cinéaste américain à partir des années 50. Et ils ont choisi le bon moment pour ça, parce qu'il faut savoir qu'en 68, la carrière de Hitchcock est vraiment dans le creux de la vague. Son dernier film date de... son avant-dernier film, c'était Marnie en 63, qui avait assez mal marché, et son dernier film, c'est Le Rideau déchiré, en 1966. Le Rideau déchiré, il avait mis énormément d'argent, il avait pris dans les rôles titres Paul Newman et Julie Andrews, qui étaient les acteurs les mieux payés d'Hollywood à ce moment-là, mais ça avait frôlé l'échec commercial. Et Universal, qui était sa compagnie, qui le produisait, traînait les pieds pour le financer à nouveau. Et puis tout à coup, fin 67, sans qu'Hitchcock comprenne d'ailleurs pourquoi, Universal change complètement d'avis, se dit prêt à le financer, à prendre les meilleurs acteurs, etc., etc. Mais il y a une contrepartie, une seule contrepartie, qui n'est pas la maîtrise de scénario. Alors ça, pour Hitchcock, qui avait ses scénaristes attitrés, c'est tout de même un peu dur à avaler, mais enfin, il a besoin d'argent et il l'accepte. Donc, alors, non seulement il ne choisira pas le scénario, mais il ne choisira pas, j'ai oublié l'essentiel, il ne choisira pas le sujet.
et on lui apporte le sujet sur un plateau. Et le sujet, c'est l'adaptation d'un roman de l'auteur à succès Léon Uris, dont le roman le plus célèbre s'appelle Exodus. Vous avez sûrement lu ou entendu parler, ça a donné lieu à un film. Le film date de 1960, il a été réalisé par Otto Preminger. Mais en 1967, il publie un autre roman dont Universal demande à Hitchcock qu'il devienne le sujet de son propre film, et ce roman s'appelle Topaz. Or, Topaz, ça n'est rien d'autre que l'épure romancée des Mémoires de Vosjoli qui vont sortir l'année suivante. Et c'est une épure qui est écrite presque sous la dictée de Vosjoli, et ça va donner lieu au scénario du film. Pourquoi Topaz? Topaz parce que c'est le nom d'une pierre précieuse, comme Saphir, le pseudo-réseau soviétique de l'Élysée. Alors en France, ça ne s'appellera pas Topaz parce qu'on craignait que ça rappelle le Topaz de Marcel Pagnol, on va l'appeler Leto. Mais vous remarquerez que l'affiche reprend la couverture de Life de l'année précédente. Et le scénario, donc, il va être écrit par un trio qui, pour Hitchcock, est à prendre ou à laisser. Donc Uris, l'auteur du roman, Vosjoli, l'auteur des mémoires, et puis il y a un troisième comparse dont Hitchcock ne connaîtra pas officiellement le nom, il paraît qu'il l'a su après, mais c'était, vous l'avez deviné, c'était Angleton lui-même. Et c'est donc à ma connaissance ce film, le seul film d'espionnage absolument unique en son genre, parce qu'il est inspiré et écrit par des espions, dont le numéro 2 de la CIA. Alors dans le film, le président de la République française ne s'appelle évidemment pas De Gaulle, il s'appelle Lacroix. Lacroix, c'est intéressant. Le transfuge soviétique ne s'appelle pas Golitsyn, il s'appelle Koutsenov. Et l'ATO ne s'appelle pas Foccart, bien sûr. Le but n'est pas de créer un incident diplomatique, c'est d'influencer l'opinion publique en la montant contre De Gaulle. Mais son nom de code dans le film, c'est le même que celui que prétendait lui donner Golitsyn, c'est-à-dire Colombine. Et à tout seigneur, tout honneur, le traître n'est pas incarné par un seul personnage, mais deux, un nommé Henri Jarret qui est joué par Philippe Noiret et un nommé Granville qui est joué par Michel Piccoli, soit les deux étoiles montantes du moment. Alors, il n'y a pas que d'ailleurs comme acteur français, il y a aussi Claude Jade, qui est une actrice qui monte, qui sera bientôt rendue définitivement célèbre par Truffaut. Il y a Dany Robin, qui avait été une actrice française, une jeune première dans les années 50, qui est encore connue à l'époque. Et puis surtout, il s'offre le concours de Maurice Jarre, qui est vraiment un des grands musiciens de films de ces années-là, qui avait fait entre autres la musique de Docteur Zhivago, la musique de Paris brûle-t-il, et puis même des damnés de Visconti cette même année. Bref, c'est l'un des plus grands. Et pour l'occasion, il faut que vous voyiez ce film s'il passe à la télévision et regardez bien le générique. Regardez bien le générique, c'est fascinant, parce que Maurice Jarre compose un générique en forme de marche militaire soviétique. Et on le voit au début du film, c'est un défilé sur la place Rouge, et on l'entend à la fin. Et la dernière séquence du film, avec les acteurs qui défilent, c'est non plus la place Rouge, mais c'est l'Arc de Triomphe vu depuis le coin de l'avenue Foch. Et il faut savoir, et vous le savez, si vous regardez les films américains de ces années-là, quand il y a des vues de Paris, on pense à la petite musique qui va avec les vues de Paris dans l'esprit des touristes américains, c'est-à-dire une valse musette, un petit air d'accordéon. Or là, c'est pas un petit air d'accordéon, c'est une marche militaire soviétique. Alors le héros, c'est pas un Français qui le joue. Celui qui est censé incarner Philippe Thibault de Vosjoli, c'est un acteur qui s'appelle Frederick Stafford. C'est un Australien et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Sean Connery, parce que on voulait Sean Connery. Mais Sean Connery, qui était le grand James Bond de l'époque, n'était pas libre à ce moment-là, ou il n'a pas voulu. En tout cas, il n'a pas pu se libérer, ou n'a pas voulu, on ne sait pas. Et donc, ils ont choisi quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Là encore, subliminalement, il fallait quelqu'un qui ressemble à celui qui incarnait James Bond à l'écran. Et c'est lui qui s'entend dire dans le film
la phrase que je vous ai dite tout à l'heure, extraite des mémoires de Thiraud de Vaujoli, cette phrase extraordinaire, je lui ai dite par le transfuge soviétique, « Faites comme moi, ne rentrez pas chez vous, les gens d'ici vous feront une vie nouvelle. » Et surtout, la chute, il y a des moments où il faut choisir entre son gouvernement et sa conscience. Voilà à quoi s'était abaissé Hitchcock pour gagner un peu d'argent, ou même beaucoup, grâce à la CIA et pour sortir de l'ornière professionnelle où il était à l'époque. Choisir entre son gouvernement et sa conscience. Est-ce qu'on peut mieux suggérer que la conscience du monde, finalement, elle a élu domicile à Washington, tandis que le gouvernement français prendrait plutôt ses ordres dans une lointaine banlieue de Moscou. Voilà donc aussi le type de manipulation auquel se livrait Angleton. C'est un exemple peu connu. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que, comme je vous le disais en commençant, Angleton était tellement certain d'être un maître de la manipulation qu'il se croyait invincible, non manipulable, et il est finalement tombé de l'avoir été. Pas à cause de l'affaire Golitsyn, mais sur une autre. Golitsyn a été à la fois son chant du cygne et son chef-d'œuvre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, comme je vous le disais en commençant, Angleton était si certain d'être un maître de la manipulation qu'il se croyait absolument invincible, non manipulable. Et en fait, il est finalement tombé d'avoir été manipulé. Alors, pas à cause de l'affaire Golitsyn en elle-même, mais sur une autre. Golitsyn, ça a été son chef-d'œuvre et en même temps son chant du cygne. Et c'est à Kennedy qu'on doit de s'être méfié pour la première fois de Angleton. Les rapports entre De Gaulle et Kennedy, je crois en avoir parlé à ce micro, mais j'en reparlerai sûrement, n'ont pas été, il faudrait une émission en soi pour en parler, mais n'ont pas été si mauvais. Ils ont été très mauvais au début et ils se sont beaucoup améliorés. À la fin, parce que Kennedy s'est aperçu, comme plus tard Nixon, que De Gaulle, finalement, derrière sa raideur et son souci d'indépendance, était un bon allié quand la situation l'exigeait. Et en plus, Kennedy, vous savez, se méfiait de la CIA. Il en avait d'ailleurs limogé le chef Allen Dulles au moment de l'affaire de la baie des Cochons, quand les Américains ont tenté de débarquer à Cuba pour en finir avec Castro, et puis se sont fait repousser, etc. Kennedy n'avait pas du tout préparé l'opération, elle avait été faite dans son dos, et donc il a limogé Dulles. Et donc, Kennedy, quand il a appris qu'un transfuge soviétique accusait la France d'être le cœur de l'espionnage soviétique, il a joué le jeu, il a écrit une lettre à De Gaulle et lui dit « Voilà de quoi on vous accuse ». Il fallait le faire. D'autres que lui ne l'auraient pas fait. Lui l'a fait. Et qu'est-ce qu'a fait De Gaulle? Il a remercié et il a envoyé une délégation du SDEC à Washington, exactement à l'Anglais qui est le siège de la CIA. Et cette équipe du SDEC, qui était dirigée par le général de Rougemont, en est revenue avec la conviction que Golitsyn n'était pas fiable. Ce qui, évidemment, n'était pas l'avis d'Angleton, qui était fou furieux que le SDEC soit associé à l'expertise et au débriefing de Golitsyn. Fou furieux. Mais le SDEC a trouvé un allié dans la personne d'un type très important au sein de la CIA, qui était son psychiatre en chef, John Gittinger. Le rôle de Gittinger, c'était de mener une investigation très précise, une évaluation très précise des défecteurs étrangers, donc essentiellement les soviétiques. Et il a très vite conclu, au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, que Golitsyn, non seulement, comme la plupart des défecteurs, disait ce que les Américains voulaient entendre, mais qu'il avait de fortes tendances mythomaniaques. Et l'historien des services secrets, le journaliste Rémi Coffer, qui a écrit une très belle histoire mondiale des services secrets, que je vous recommande, parle longuement de l'affaire Golitsyn, et lui, il a pu consulter en détail le rapport établi par Gittinger. Et il écrit ceci. Après avoir commencé par révéler de vraies informations, Golitsyn, pressé par le désir de briller aux yeux de ses débriefeurs, s'est aventuré
dans des déductions personnelles, voire tout simplement des affirmations gratuites. Classique chez un transfuge qui craint de perdre sa valeur s'il n'apporte pas sans arrêt des révélations croustillantes à ses employeurs. Ce défaut aurait dû être pris en compte par Angleton. Or, il ne l'a pas été. Le patron du contre-espionnage de la CIA accompagnant Golitsyn dans ses fantasmes au point, dit-il, de paralyser l'action de l'agence pendant presque une décennie. Et quand il parle de fantasmes, Coffer est aimable. Parce que parmi les 10 fantasmes, il y avait celui-ci. En 1961, quand il est arrivé aux États-Unis, Golitsyn a confié à Angleton, qu'il a cru, qu'il était en réalité le fils du tsar Nicolas II. Autrement dit, le tsarévitch, qui a été assassiné en 1918, comme vous le savez, en même temps que l'ensemble de la famille impériale à Ekaterinbourg. Donc rien que cela aurait dû alerter Angleton. Or, pas du tout. Il a fait comme si le rapport de Gettinger n'existait pas. Et quand Mangold, 20 ans plus tard, pour sa biographie, d'Angleton interroge Mangold, Gettinger, qui a pris sa retraite, Gettinger lui dit ceci: « Dans mon esprit, il n'y avait aucun doute, l'homme était paranoïaque. Cliniquement, c'était un malade mental. » Et il ajoute qu'il a dit la même chose à tous les responsables de l'agence. « Attention les gars, vous devriez faire très attention avec ce type. Il va amplifier la vérité, raconter n'importe quoi comme tous les paranoïaques mégalomanes. » Et Gettinger conclut: « Pourtant, on a accepté tout ce qu'il a dit et cela demeure pour moi totalement incompréhensible. » Incompréhensible ou, au contraire, trop évident. Parce qu'avec Golitsyn, Angleton tenait l'homme idoine pour convaincre Kennedy que si la France prenait ses distances avec l'OTAN, c'était qu'elle était infiltrée par le KGB. Alors Kennedy n'aurait pas été assassiné, les choses seraient peut-être... il en serait peut-être allé autrement. Et Angleton aurait peut-être été obligé de partir, comme son chef Allen Dulles. On le voit d'ailleurs sur la photo, là, en 1969, portant les cendres de Dulles, vénéré Dulles, qui lui avait donné toutes ses chances, qui sont là dans la petite boîte. Mais Kennedy a été assassiné et Johnson alors a renouvelé sa confiance à Angleton au point de lui laisser mener l'opération dont j'ai parlé pour déstabiliser la France. Et c'est Nixon, comme je le disais en commençant, qui s'est décidé à le renvoyer en considérant qu'il avait contribué par sa paranoïa à désorganiser complètement la CIA. Je vais parler en commençant de l'opération MKUltra, qui avait beaucoup monté l'opinion publique contre les pratiques de la CIA, mais en l'espèce, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est autre chose. C'est une opération de très grande envergure qui en serait presque risible si elle n'avait pas pesé sur la psychologie de beaucoup d'Américains. C'est l'opération Chaos. Alors l'opération Chaos, qu'est-ce que c'est ? C'est une opération qui a été menée à partir de 1967 pour infiltrer sur une grande échelle les mouvements hostiles à la guerre du Vietnam. Et ça a abouti au fichage, tenez-vous bien, de quelques 300 000 Américains. Et cette opération conçue de A à Z par Angleton a été arrêtée en catastrophe en 1973 parce qu'elle avait semé le chaos. Elle s'appelait Chaos, mais elle avait semé le chaos au sein de la CIA. C'est-à-dire que des agents de la CIA qui avaient été infiltrés des années auparavant dans des mouvements anti-guerre, anti-Vietnam, etc., ou des mouvements pacifistes, ont été dénoncés par d'autres agents de la CIA infiltrés plus récemment qui ne savaient pas que leurs aînés l'étaient aussi et qui les ont pris pour des communistes. Donc ça a flanqué un désordre que vous imaginez et on a arrêté les frais. Et Angleton a été prié de s'en aller. Il est mort 13 ans plus tard sans avoir jamais eu à s'expliquer. Mais on s'est aperçu ensuite, en regardant ses archives, que là n'était pas le plus grave. On s'est aperçu qu'entre 1954 et 1963, le correspondant étranger, dans lequel Angleton avait mis le plus de confiance, auquel il aurait donné le bon Dieu sans confession, c'était, je vous le donne en mille, Kim Philby, l'espion communiste du siècle. Philby, vous en avez tous entendu parler, il était considéré comme le plus brillant analyste du MI6 britannique.
Et c'est, vous savez, c'est quelqu'un qui, avec ses 4 complices, on parlait du fameux groupe des 5, le groupe d'Oxford, parce qu'il s'était connu à Oxford, avait passé sa vie à intoxiquer les services occidentaux, jusqu'à ce qu'en 1963, ils réussissent à s'exfiltrer en Union soviétique, ils s'installent en Union soviétique, et qui se vantent d'avoir toujours été communistes, qui donnent des interviews à toutes les radios, à toutes les télés du monde, se faisant photographier sur la place rouge, marié à une soviétique, etc. Donc ça a été non seulement un agent qui a fait beaucoup de dégâts dans les services occidentaux, mais qui en plus les a humiliés. Eh bien, c'est cet homme-là, l'espion soviétique du siècle, qui était l'homme dans lequel Angleton avait mis toute sa confiance. Et pour certains spécialistes de l'espionnage, comme Rémi Coffer, dont je parlais tout à l'heure, le bilan final d'Angleton plaide pour une thèse qui ne pourra évidemment jamais être démontrée, mais qui finalement séduit par sa logique. Est-ce que le chef du contre-espionnage de la CIA, est-ce qu'Angleton n'aurait pas lui-même été manipulé par Philby, qui lui aurait finalement, en quelque sorte, comme on dit, occupé les mains, en le persuadant de l'existence d'innombrables taupes, ce qui obligeait la CIA à mettre d'énormes moyens sur de fausses pistes et à ne pas s'occuper des vrais espions soviétiques, notamment dans sa propre direction. Voilà en tout cas qui prouve une chose, c'est que quand on est espion, il faut peut-être être un peu paranoïaque, mais pas trop, parce que trop de paranoïa peut conduire à perdre tout contact avec la réalité. Alors voilà, notre prochaine émission aura lieu 2 jours après la journée des femmes du 8 mars, et donc je vais quitter les rivages de l'espionnage pour vous raconter comment le droit de vote des femmes, qui a été octroyé par le gouvernement de la Libération, n'a pas été, contrairement à ce que beaucoup pensent, une promenade de santé pour ses promoteurs. Bref, comment les progressistes n'ont pas toujours été ce qu'on croit. À très bientôt.